Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca. J'ai décidé de parler d'un roman du romancier français Georges Perec. Ça s'appelle « La vie mode d'emploi ». C'est l'histoire, en fait, d'un immeuble sur une période de 100 ans et des gens qui ont habité cet immeuble-là. Une des raisons pour lesquelles j'aime ce livre-là, c'est que je m'intéresse depuis longtemps aux liens entre sciences et littérature, comment la littérature parle de sciences. Et « La vie mode d'emploi », c'est pas le genre de roman dont on se dit ça, c'est un roman scientifique. Et en même temps, la science, elle est un peu partout. Il y a question de chimie, il y a question de biologie, il y a question d'exploration sur des terres australes. Une de mes hypothèses, peut-être un peu osée, mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est à peu près impossible d'écrire un roman important où, d'une manière ou d'une autre, il n'est pas question de la science. Et c'est en ce sens-là, pour moi, que ce roman, de ce point de vue-là, en tout cas, est important. Jean-François Chassé est romancier et professeur au département d'études littéraires de l'UQAM. Il s'intéresse à la littérature québécoise et américaine et au discours scientifique dans les œuvres de fiction. Il sera avec nous pour parler de ses derniers livres qui traitent de l'histoire des sciences et de ses liens dans la littérature. Monsieur Chassé, c'est pas la première fois que vous publiez sur les représentations scientifiques dans les livres. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les liens entre la littérature et la science? Je dirais d'abord que c'est clair pour moi, là, pour faire une mise au point, qu'un roman puis la physique quantique, c'est pas la même chose pour moi. Il y a des différences disciplinaires, évidemment, mais ce qui m'intéresse, je dirais d'abord, c'est d'essayer de réduire les frontières entre les disciplines, partant de l'idée que la littérature peut être aussi une forme de savoir, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance, il y a un travail intellectuel de fait dans la fiction, et que d'autre part, il y a aussi dans la science un imaginaire, c'est-à-dire les scientifiques ont eux-mêmes une imagination qui souvent leur permet de développer des hypothèses, et tout ça a un effet sur l'imaginaire social en général. Quand on parle de la science dans la société en général, on en parle généralement par des discours de médiation. C'est très, très rare que, comme ça, spontanément, il va être question de la physique quantique ou de la théorie des cordes. On parle de la science à travers des discours de médiation comme la vulgarisation scientifique, la sociologie, la philosophie, la religion, la morale, l'éthique. Donc, c'est d'autres types de discours qui parlent des sciences. C'est par ces discours-là qu'on les connaît. Puis la littérature, en fait, elle fait résonner ces discours-là et les contradictions souvent de ces discours-là. Alors, des fois, ça conduit à des dérives de la science parce qu'il y a des discours qui parlent de la science n'importe comment. On peut le regretter, mais en même temps, la fiction permet justement de rendre compte d'un état de la science dans la société à une époque donnée. Monsieur Chassé, si je vous posais la question, quelle découverte scientifique a le plus bouleversé l'histoire de la littérature? J'aurais du mal à répondre en donnant une découverte précise, parce qu'il y en a plusieurs, mais je dirais peut-être au fond que ce qui fait que la science sur le plan, a eu un impact sur le plan scientifique, c'est que peu à peu, elle a, je dirais, relativisé la place de l'être humain, en fait, dans l'univers. On a pensé pendant longtemps que la Terre était au centre de l'univers, puis avec Copernic, puis Galilée, Kepler et d'autres, on s'est aperçu que la Terre n'était pas au centre de l'univers, donc nous n'étions pas au centre de l'univers. Ensuite, on a pensé que peut-être on était au centre de notre galaxie, puis finalement, on s'est rendu compte que non, on est en fait une petite poussière aux confins de la galaxie. Et ensuite, on s'est dit que peut-être quand même, qu'au moins, sur la Terre, on était l'espèce supérieure à l'image de Dieu. Puis Darwin est arrivé, il nous a montré que non, on était ici un peu par hasard, finalement, que tout ça était un peu aléatoire. Et puis, il y a des savants aujourd'hui, je pense à un paléontologue comme Stephen Jay Gould, qui raconte qu'en fait, d'adaptation et d'évolution, les bactéries sont là depuis 2 milliards d'années, c'est beaucoup plus long que nous, puis que finalement, on a beaucoup à apprendre des bactéries en termes d'adaptation. Bref, je dirais que la science a fait un grand travail de lucidité qui fait en sorte qu'elle relativise notre place et qui nous oblige aussi à nous mettre un peu en perspective, parce que les êtres humains, encore par un effet d'anthropomorphisme un peu naturel, ont tendance à se voir au centre de l'univers et à tout penser en fonction d'eux. Je pense qu'un des effets de la science, c'est de permettre justement de relativiser notre rôle en réalité. Alors, il y a des gens pour qui c'est épouvantable parce que justement,
la science enlève le bonheur et la joie de l'être humain. J'ai lu encore, il n'y a pas très longtemps, un livre où on disait que Galilée avait peut-être raison sur le fond, mais que dans les faits, il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit parce que, justement, ça relativisait la place de l'être humain dans l'univers. Ça ne me semble pas très grave, quant à moi. Est-ce qu'on peut considérer la bombe nucléaire comme une des découvertes ou une invention scientifique qui a complètement changé la littérature? Ah, ça, assurément. La bombe nucléaire, parmi les découvertes de la science et une des pires, a eu effectivement un effet énorme sur la littérature. Hein. Par exemple, quand on parle de la science-fiction, on dit souvent qu'il y a un avant et un après Hiroshima. Parce que la science-fiction était complètement transformée par les effets de la bombe nucléaire. Alors évidemment, la bombe nucléaire, c'est toujours comme ça en littérature, la littérature ne sort pas du néant, la bombe nucléaire a eu des effets à tout point de vue dans la société. On peut vraiment parler d'une coupure. C'est un moment où, pour la première fois, l'humanité s'est rendue compte qu'elle était capable de s'autodétruire. Bon, il y a la guerre froide, il y a toute une série d'effets psychologiques, sociologiques liés à la bombe nucléaire, et ça se reflète dans la littérature. Ça, c'est sûr que ça a eu un impact fondamental. Certaines fois, on présente Albert Einstein comme le père de la bombe nucléaire. Est-ce que c'est le cas? Non, du tout. En fait, je raconte une anecdote très drôle. Albert Einstein a appris l'existence de la bombe nucléaire en ouvrant son journal le 7 août 1945, au lendemain de l'explosion d'Hiroshima. Il n'était absolument pas au courant. La construction de la bombe nucléaire, c'était quelque chose d'extrêmement secret. Même le vice-président des États-Unis n'était pas au courant des travaux sur la bombe nucléaire. Ce qui fait dire qu'Einstein est le père de la bombe, ce qui est effectivement dit assez souvent, puis on trouve ça très souvent dans les fictions d'ailleurs, c'est deux choses. D'abord, à cause de sa plus célèbre formule, qui est la plus célèbre de la science au 20e siècle, E égale mc2. À partir de cette équation, effectivement, on peut déduire, on peut en arriver à la bombe nucléaire, mais lui n'avait jamais pensé à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, étant poussé par d'autres scientifiques, notamment Léo Szilard, qui est un physicien, est un grand pacifiste, c'est la grande ironie de la chose, il a écrit une lettre à Roosevelt, au président des États-Unis, parce qu'on pensait à ce moment-là, puis c'était les effets de la propagande et des rumeurs, que les nazis étaient en train de préparer une bombe épouvantable, une arme de destruction massive, et il fallait que les États-Unis, en fait que les Alliés, soient en mesure de faire une arme équivalente pour répondre aux nazis. Donc, Einstein a écrit cette lettre à Roosevelt, qui par la suite, pour aller vite, ont déclenché les recherches, mais lui n'a jamais voulu participer à quoi que ce soit, et donc après cette lettre, il n'a jamais été au courant de ce qui se passait à Los Alamos. Donc ça fait partie des grands mythes de la science, je dirais, dans la période contemporaine. Si Albert Einstein ne peut pas être considéré comme le père de la bombe nucléaire, qui occupe ce rôle? Bon, alors c'est difficile de donner un nom en particulier dans la mesure où plusieurs personnes à différents niveaux, plusieurs scientifiques ont eu un rôle à jouer dans le développement de la bombe. Mais je dirais que Robert Oppenheimer est sans doute le personnage le plus important, d'abord parce que c'était un grand physicien, mais aussi parce qu'il a joué un rôle fondamental dans l'organisation du processus de construction de la bombe nucléaire. Vous savez, Los Alamos, il y a un petit groupe de personnes qui savaient ce qu'ils faisaient exactement, c'est-à-dire une bombe nucléaire, mais il y a des milliers de personnes qui ont travaillé sur la bombe sans savoir sur quoi ils travaillaient. Ils savaient qu'ils travaillaient pour l'effort de guerre dans le domaine de l'armement, mais ils ne savaient pas sur quoi ils travaillaient. Et Oppenheimer a réussi à canaliser toutes les étapes des travaux et a réussi aussi à faire en sorte que les égos des uns et des autres empêchent un clash qui aurait pu être assez complexe. Et il a réussi aussi à servir de médiateur entre les scientifiques et les militaires, parce que ça non plus, c'était pas simple. Sur le site de Los Alamos, il y avait les militaires, il y avait les scientifiques, ils n'avaient pas nécessairement les mêmes objectifs et surtout la même façon de voir les choses. Donc, si on avait à nommer une personne, c'est sûrement Robert Oppenheimer. Et dans le monde de la littérature, on présente souvent Oppenheimer comme quelqu'un qui aurait fait un pacte faustien à propos de son invention. Qu'est-ce qu'un pacte faustien? Bon, on utilise cette image-là parce que la légende de Faust, c'est que Faust aurait vendu son âme au diable pour avoir la jeunesse, la richesse, le pouvoir, etc., etc. C'est un peu ce qu'Oppenheimer a fait. Oppenheimer est vraiment un personnage extrêmement ambigu, très intéressant pour ça. En fait, de ce point de vue-là, je dirais qu'il cristallise beaucoup les ambiguïtés autour de la science pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Oppenheimer est né en 1903, pour le situer un peu. Était dans les années 30 un homme radicalement marqué à gauche, qui aurait peut-être fait partie du Parti communiste
américain. Ça n'a jamais été clair, il l'a toujours démenti, mais en tout cas, il était près du Parti communiste. Donc, très, très marqué à gauche. Il accepte de prendre la direction du projet de Los Alamos parce que c'est une bataille contre les nazis et évidemment, il est opposé totalement au nazisme. Et là, le pacte faustien, c'est qu'en fait, il accepte de travailler pour le gouvernement, pour l'armée, en remettant largement en question ses propres idéaux. Monsieur Chassé, ce qu'on comprend en lisant vos livres, c'est que les personnages scientifiques sont réinventés dans la littérature, dans le cinéma et au théâtre. Oui. Parfois, on le fait en les glorifiant, d'autres fois en les diabolisant. Oui. Quel scientifique a été le plus mythifié? Le plus mythifié, je dirais que c'est Einstein. C'est la figure qui revient le plus souvent. L'autre figure, je dirais, la plus fréquente après Einstein et pas loin, c'est Charles Darwin, qui est vraiment, je dirais, c'est vraiment les deux figures là, qu'on trouve les plus fréquemment. Dans un de vos livres, il y a un chapitre qui parle de Darwin. Oui. Et la première chose que vous dites à propos de Darwin, c'est que Darwin n'a pas dit que l'homme descendait du singe. Non, il n'a pas dit ça. Il a plutôt dit que le singe est un cousin de l'homme qui vivait sur le même arbre, mais pas sur la même branche. C'est quand même assez différent. D'ailleurs, une image qui renvoie souvent à cette phrase-là, « l'homme descend du singe », c'est une image qui est extraordinaire parce que c'est un contresens total de la pensée de Darwin, puis c'est présenté comme une représentation de la théorie de l'évolution. C'est l'image que tout le monde a déjà vue, qui est transformée de sorte de façon du singe à quatre pattes qui commence à grandir, qui finit par se tenir sur deux pattes et qui finit par être un être humain. Il y a toutes sortes de variations sur cette évolution du singe qui devient l'homme. Mais c'est un contresens de tout ce que Darwin dit dans sa théorie de l'évolution, parce que justement, ce que Darwin dit, c'est que il y en avait avant lui d'autres théories de l'évolution, mais qui mettaient toujours en arrière-scène, je dirais, la présence de Dieu, c'est-à-dire il y avait toujours quelque chose de déterminé. Ce que Darwin dit, justement, c'est qu'on est le produit d'une évolution totalement aléatoire qui est liée au hasard. Puis selon l'évolution des espèces, on s'est adapté en fonction de l'environnement. Alors, présenter un singe à quatre pattes qui se lève peu à peu et qui finit par devenir un homme, ça, c'est comme s'il y avait une évolution déterministe depuis le début. C'est tout à fait contraire, en fait, à ce que Darwin dit. Et ça va tout à fait dans l'esprit de cette idée que l'homme descend du singe, que Darwin n'a jamais dit. Dans la littérature, quels grands auteurs se sont inspirés de la théorie de l'évolution? Bien, en fait, pour rester à la fin du 19e siècle, il y a le cas spectaculaire, évidemment, d'Émile Zola, qui s'est appuyé sur des théories de l'hérédité pour tout son cycle, qui est l'essentiel de son œuvre de fiction, son grand cycle des Rougon-Macquart, qui est l'histoire de deux familles, les Rougon et les Macquart, qui font 20 volumes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment la littérature peut se servir de la science et être encore lisible aujourd'hui. Zola s'appuyait sur des théories de l'hérédité qui, en fait, se sont révélées totalement fausses. D'un point de vue scientifique, les théories de l'hérédité qu'il utilise ne fonctionnent pas et on ne parle plus de ça aujourd'hui. Et pourtant, les romans de Zola restent très lisibles, sont très lus, sont très analysés. Pourquoi? Parce qu'au fond, Zola, il s'est servi de l'hérédité, c'est-à-dire il s'est servi d'une théorie scientifique pour parler du Second Empire. C'est à travers l'hérédité que Zola peut parler du deuxième empire de Napoléon III. Donc, la science n'est plus valable, mais comme moteur pour la narration, pour raconter l'histoire française des années 1850-1870, ça marche très bien. Il se sert de théories qui étaient valables à l'époque, et donc comme document historique, comme fiction de l'histoire, c'est encore tout à fait valable, même si la théorie scientifique elle-même ne l'est plus. Si on parlait des liens entre le politique et la science, un des personnages qui vous intéresse dans vos livres, c'est Giordano Bruno, c'est un beau cas, ça. Qui a été brûlé par le Vatican en 1600 après Jésus-Christ. Qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur les liens entre le pouvoir et la science? Bien, je pense que ça nous raconte, ça nous explique la capacité du pouvoir à ou bien volontairement pas comprendre ce qui se passe, ce qui est un signe de stupidité, ou alors volontairement retourner les choses à son avantage, ce qui est un signe de malhonnêteté. Dans les deux cas, ça va mal. Bon, Giordano Bruno, donc, est mort en 1600. C'est avant la science moderne, hein, parce qu'au sens où on peut dire que c'est Galilée qui met au point la méthode scientifique telle qu'on l'entend encore, grosso modo, de nos jours. Bruno arrive juste avant ça, puis
comme beaucoup de penseurs de la Renaissance, c'est un esprit, disons, universel qui s'intéresse un peu à tout, qui s'intéresse à la philosophie, à la théologie, à la science. Bruno est un grand défenseur des théories de Copernic. C'est un des premiers à imaginer que le monde et que l'univers est fait de galaxies. Évidemment, il ne peut pas l'expliquer scientifiquement, mais il y a, à partir de ses lectures, à partir de ce qu'il voit du ciel, de ses observations, c'est un des premiers à défendre ça. Et c'est d'abord sa défense de Copernic qui va faire en sorte que le Vatican va finir par l'incriminer. Il va passer 8 ans de sa vie dans les geôles du Vatican à Rome. Et ce qui est fascinant, c'est que Giordano Bruno, toute sa vie, s'est opposé à la violence, cherchait en fait une sorte de théorie comme on en voyait parfois à la Renaissance, justement. Il cherchait une sorte d'unité du monde à travers la science, la philosophie, la théologie, et une sorte d'unité du monde cette unité-là renvoyant à une sorte je dirais, d'amour universel. C'était quand même, je le dis un peu platement comme ça, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire Giordano Bruno était tout le contraire de quelqu'un d'intolérant. Or, ce que le Vatican a fait, c'est le présenter justement comme un homme intolérant, violent, parce qu'il critiquait la religion catholique. Giordano Bruno, c'était quand même quelqu'un qui était... Évidemment, il n'y a pas le monde des communications en 1600 qu'il y a aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui, dans le monde des penseurs en Europe, était assez connu. Il était allé à la cour du roi d'Angleterre, il était allé en France, il était connu en Italie. Il était quand même connu un peu partout. Et au moment où on songe à le condamner à mort, c'est l'époque quand même où la réforme est assez... on est en pleine réforme, c'est-à-dire il y a de plus en plus de mouvements religieux qui se développent dans la chrétienté contre le Vatican, protestantisme, etc. Et le pape n'avait pas envie de tuer Giordano Bruno parce qu'il s'est dit « je vais en faire un martyr ». Et donc, on a donné une chance à Giordano Bruno. On lui a dit « écoutez, il y a 8 points dans vos doctrines. Si vous réfutez ces 8 points officiellement en disant « je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'ai dit des folies et je réfute complètement ces 8 points de ma doctrine », on vous laisse la vie sauve. Bon, est-ce qu'il l'aurait laissé en prison pour le reste de ses jours? On n'en sait rien. Est-ce qu'il l'aurait quand même peut-être tué dans le fond d'une geôle? On n'en sait rien. Mais soit on lui propose ça. Alors il dit, d'accord, donnez-moi une semaine, je vais y penser. Et une semaine après, il revient en disant, je suis prêt à rejeter ces 8 points de ma doctrine, mais en même temps, voici un mémoire de 100 pages pour dire au pape que c'est complètement ridicule parce que c'est moi qui ai raison. Alors on l'a brûlé. Voilà, ça c'est Giordano Bruno. C'est pour ça que j'aime bien aussi quand même. 33 ans plus tard, à Rome, l'histoire se répète sans aller aussi loin. Galilée est menacé de mort par le Vatican. Quel effet le procès de Galilée aura-t-il en Europe? Il va avoir un effet énorme, dont on va beaucoup traiter dans les fictions d'ailleurs. D'abord, Galilée était quelqu'un de très, très prétentieux, disons-le comme ça. Et il était très prétentieux, mais très connu en Europe. C'était vraiment une des figures intellectuelles dominantes de l'Europe entre les années 1610 et 1633. Ce qui fait en sorte que Galilée se permettait de dire des choses dans ses textes qu'il n'aurait peut-être pas dû dire s'il avait fait un peu attention, mais il était convaincu que le Vatican n'oserait jamais s'attaquer à lui directement. Et la condamnation de Galilée va faire en sorte qu'il va y avoir un certain, je ne sais pas s'il faut dire un certain recul de la science, mais en tout cas, en Europe, beaucoup de gens vont se dire, si le Vatican est allé jusqu'à condamner Galilée, personne n'est à l'abri. Peut-être que le schisme entre la science et l'Église commence aussi avec le procès de Galilée. Dans la plupart de vos textes, on vous voit attaquer une posture en philosophie des sciences, c'est celle du relativisme scientifique. C'est une posture qui dit que la vérité n'existe pas et que la science n'est qu'un discours idéologique parmi d'autres. Pourquoi vous attaquez cette position? D'abord, je ne nuancerai pas ma position parce que je ne tiens pas à la nuancer, mais je vais quand même la préciser un peu en disant que moi, je suis plutôt pour un relativisme relatif. Mais ce que j'entends par là, c'est que je suis bien d'accord pour dire qu'évidemment, il n'y a pas une sorte de vérité absolue.
Les positions qu'on adopte sur le plan politique, sur le plan sociologique, dépendent aussi du contexte historique, du contexte moral aussi. Pour prendre juste un exemple, il n'y a pas si longtemps, à la fin du 19e siècle encore, il suffisait qu'une femme ait un peu d'idées et défende des positions intellectuelles de façon un peu vive pour qu'on la traite d'hystérique, au sens pathologique du terme, là. Bon. Alors, c'est sûr qu'on est toujours un peu notre propre point aveugle. On vit à une époque où on n'a pas toujours le recul pour se rendre compte à quel point ce qu'on dit est souvent marqué idéologiquement. Bon, ça, c'est une chose. Et par ailleurs, c'est vrai aussi que la science ne peut pas être uniquement objective. Il suffit de voir le cas de l'eugénisme, par exemple, ou encore dans les années 30, 1930, ça fait pas si longtemps, on trouvait dans des ouvrages de biologie des hiérarchies où il y avait en haut l'homme blanc, ensuite le jaune, ensuite le noir, ensuite le grand singe. C'était pensé comme ça. Il y avait une hiérarchie claire et nette des races, déjà le mot race, bon, qui fait problème. Il y avait une hiérarchie de l'intelligence, etc., etc. Donc, il y a un relativisme qui existe, j'en suis tout à fait conscient. Là où j'ai des problèmes, c'est quand on voit certaines positions philosophiques de gens qui disent, par exemple, le réel n'existe pas, le réel n'est qu'une projection de notre esprit et le réel n'existe pas. Je veux dire, ça serait comme de dire, moi j'ai envie que 2 plus 2, ça donne 5 plutôt que 4, puis je peux avoir raison. Dire que le réel n'existe pas, c'est un non-sens, ça, à partir de bases quand même scientifiques assez claires. Et je dirais que ce qui m'embête dans le relativisme aujourd'hui, puis là, ça déborde la question de la science, bien sûr, mais j'appellerais ça le syndrome « c'est mon opinion ». Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est mon opinion. J'ai le droit de le penser, c'est mon opinion. Ce qui, pour moi, est une perversion totale de la démocratie. Parce que qu'est-ce que c'est de la démocratie à un niveau très, très basique? C'est, en théorie, le droit pour tout le monde de participer en parfaite légalité et à égalité avec tous à des débats dans l'agora, sur la place publique. Bon. Dire « c'est mon opinion », c'est une façon de dire « c'est ce que je pense, puis là, je me retire du débat. J'ai le droit de penser ce que je veux. » Moi, j'ai tendance à dire « non, tu n'as pas droit à ton opinion. » Si ton opinion, ça veut dire « je pense ça, mais je ne veux pas mettre mes idées au feu de la discussion. » Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a le droit d'interpréter des choses. Il y a des interprétations valables. Et effectivement, il peut y avoir une relativité des points de vue tout à fait juste. Mais en même temps, il faut qu'on accepte la discussion. Et sur le plan scientifique, je pense qu'on est en droit de critiquer le statut de l'institution scientifique, le fait qu'il y a effectivement de l'idéologie dans les sciences, mais on ne peut pas remettre en question le fait que la gravitation, ça existe. Hein? Que si je laisse tomber une roche, elle va tomber par terre, elle ne me montrera pas dans les airs, puis ça ne dépend pas de mon esprit qui a décidé de projeter ça. Il y a quand même une réalité scientifique à partir de laquelle il faut penser, si on pense du point de vue scientifique, mais là, ce que je viens de dire ouvre la porte, évidemment, à un débat beaucoup plus large sur le réel et sur les discours qu'on porte sur le réel. Monsieur Chassé, depuis plusieurs années, vous avez écrit sur les liens entre l'histoire des sciences et de la littérature. Quelle place accorde-t-on aux sciences dans l'univers culturel? Bien, une place assez congrue, finalement, je trouve. Une place qui n'est pas très grande. C'est drôle parce que la science, elle est partout dans nos vies, on la voit partout, bien qu'il faut faire aussi la part des choses dans ce qu'on appelle la science et la technoscience, c'est-à-dire la technologie appliquée, là, mais ce n'est pas nécessairement de la science pure, mais il reste que la science est partout. Puis finalement, on en discute assez peu, on la voit assez peu. Il y a finalement assez peu de chroniques scientifiques dans les journaux, par exemple, quand on y pense. Les littéraires dont je suis se plaignent souvent qu'on ne parle pas assez de littérature, mais les scientifiques auraient des raisons aussi de trouver qu'on ne parle pas assez de la science. Moi, je pense que la science participe de l'histoire, dépend de l'histoire, mais l'histoire dépend aussi de la science. Je veux dire, la science transforme l'histoire comme l'histoire est transformée par la science. Ça va dans les deux sens. Il y a une anecdote qui est racontée par Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est un physicien français qui a beaucoup écrit justement sur science et culture, science et politique, et qui dit à un moment donné, allez dans un 5 à 7, vous allez entendre parler de bagnoles et de cinéma, de littérature et de théâtre, d'art visuel et de sport, vous n'entendrez jamais parler de chimie et de maths.
Et c'est assez vrai, c'est-à-dire, c'est une façon de dire, quand on pense à la culture, on pense à la littérature, le théâtre, les arts visuels, le cinéma. Bon, on ne pense pas à l'arithmétique, aux mathématiques, à la chimie. Pourtant, les mathématiques, c'est une science qui a 2000 ans, qui a toujours existé, qui a toujours participé de nos vies depuis que ce qu'on appelle les civilisations humaines existent. Donc, c'est un peu étonnant de voir que ce n'est pas davantage intégré à nos discours, je dirais. Et pour revenir au sujet qui m'intéresse d'abord et avant tout, je dirais que c'est justement que la littérature peut parler de la science, peut intégrer la science à sa narration, puis pas pour faire de la narration scientifique, mais pour montrer justement à quel point, de toutes sortes de façons, les sciences s'intègrent à nos vies, à notre culture, à nos sociétés. Moi, c'est un retour du refoulé. Quand j'étais jeune, j'étais nul en sciences à l'école. Les sciences ne m'intéressaient pas. Je suis arrivé au cégep, j'ai laissé tomber les sciences très, très vite. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur un sujet qui, en apparence, n'avait rien à voir avec les sciences. C'était sur le roman montréalais des années 70. Donc, en travaillant là-dessus, je me suis mis à m'intéresser à des notions comme celle d'ordre et de désordre, qui sont en fait des notions scientifiques. Je me suis dit, c'est parce qu'au fond, on ne peut pas éviter les sciences parce que les sciences font partie de la culture. Alors, je dirais que mon cheminement est intéressant dans la mesure où je suis moi-même un bel exemple de quelqu'un qui ne se rendait pas compte de l'importance des sciences dans la société, puis qui a décidé de faire disparaître cette mauvaise image qu'il avait de lui-même. Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca